Question assez vaste, on va essayer d'y répondre dans la globalité. On fera probablement une autre vidéo dédiée à ce sujet. Donc premièrement, Hello! La semaine dernière sur Instagram, on t'a proposé de nous poser toutes tes questions sur le digital nomadisme et aujourd'hui, on te propose de répondre à toutes ces questions. On va répondre à toutes les questions qui nous ont été posées sur Instagram, sans exception, même les questions un peu ridicules posées par les copains. Première question de Théodora Ballet. Donc Théodora, elle part au Canada en PVT au printemps 2020 et elle ne sait pas par quoi commencer, comment s'organiser. Et pour information, un PVT c'est l'abréviation de passeport, vacances, travail. Donc ce sont des permis qui ont été mis en place par les ambassades des pays alliés entre guillemets et qui permettent de pouvoir travailler et voyager dans un pays. Donc tu peux en faire au Canada, je sais qu'en Australie il y en a pas mal qui sont répondus et tu pourras regarder un peu, glaner sur internet où est-ce qu'il est possible de faire un PVT. Alors nous, pour savoir, en premier lieu, avant de partir, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait tous écrire et se faire vraiment une véritable to-do de tout ce qu'on devait faire / acheter comme matériel. Donc en premier lieu, pour nous, on pense qu'il faut déjà vérifier que ton passeport est bien à jour et n'hésite pas à faire une photocopie de ton passeport, à le mettre dans un Google Drive en cas de souci. En deuxième, on va dire faire ton visa si jamais il y a besoin d'un visa. Si tu as besoin de conduire là-bas, il faut que tu fasses la demande de permis de conduire international. Après, il faut penser à la carte bancaire qui fonctionne à l'étranger. Donc nous, comme on l'a déjà dit, on est passé par N26 qui fonctionne très bien, on n'a eu aucun souci. Donc si jamais tu as besoin, c'est parfait. Ensuite, bien choisir une assurance voyage. Faire un check-up médical avant le départ, vérifier par exemple les vaccins qu'il y aurait besoin dans le pays où tu vas. Mais au Canada, je pense que ça devrait aller. Ensuite, peut-être déjà trouver le logement au moins pour les premiers jours, même si tu restes pas tout le temps de ton PVT là-bas. Je sais pas forcément comment ça fonctionne, mais c'est vrai que c'est plus rassurant d'avoir déjà quelques jours un pied à terre. Un point qu'on oublie souvent, pense bien à résilier tous tes abonnements que tu as en France. Ouais, par exemple EDF, UGC, si tu es abonné au cinéma, Internet, donc il y a plein d'abonnements comme ça que tu peux oublier et si tu oublies de te désabonner, tu vas payer dans le vent, donc c'est un peu dommage. Et après, un point qui nous semble important et que nous on fait à chaque fois avant chaque départ, c'est vraiment lire pas mal d'articles sur les lieux où on va aller pour commencer à savoir quels lieux sont à visiter, quels lieux à éviter, etc. Donc pour la deuxième question, c'est Astianax qui demande est-ce que vous prenez des missions locales ou que des missions en France? Donc pour l'instant, on prend que des missions en France pour deux raisons principales. La première est que, pour une raison qui paraît logique, c'est que les rémunérations dans les pays d'Asie notamment sont beaucoup plus inférieures. Donc on a beaucoup plus avantage à garder une rémunération française, donc à accepter des missions françaises. Et la deuxième raison est un peu corrélée à la première, c'est qu'il est également interdit de travailler car tu as un visa touriste. Donc c'est très compliqué de pouvoir travailler dans ton pays local avec des institutions locales car tu es considéré comme illégal si tu travailles sans avoir un permis de travail. À Bali, ça s'appelait un KITAS, le permis de travail. En Malaisie, je n'ai pas le nom en tête, mais en gros, il faut un permis de travail pour pouvoir travailler avec des acteurs locaux. Donc l'idée, c'est de pouvoir travailler avec des acteurs français pour profiter de la rémunération attractive et deux, de pouvoir être dans la légalité en travaillant avec ces acteurs français. Alors ensuite, question de Quentin LD. Si vous êtes à l'étranger, à quelle adresse domiciliez-vous l'entreprise en France? C'est une très bonne question. Donc clairement, ça dépend de plusieurs cas de figure. Nous, notre entreprise, elle est domiciliée à notre adresse de domiciliation qui est en France. Si tu n'as plus d'adresse en France, ce que tu peux faire, c'est domicilier soit chez un ami, avec son accord évidemment, ou soit chez de la famille, avec leur accord évidemment. Il y a une autre solution qui s'offre à toi, c'est de pouvoir domicilier grâce à des entreprises. Donc, des entreprises te permettent de domicilier ton entreprise en France et donc tu auras une boîte aux lettres à ton nom dans une adresse quelconque, dans une adresse d'entreprise qui propose ce service. Alors ensuite, question de Lancon Alizé, impôt retraite, comment ça se passe? Alors pour les impôts, comme vient de dire Ludo,
On est toujours résident français, donc on paye nos impôts en France. Jusque-là, ça ne change rien. Si tu n'as plus d'appartement en France, comme on vient de te dire, on te conseille de te déclarer résident soit chez tes parents, soit chez quelqu'un de ta famille. Pour ne pas être considéré comme un résident fiscal français, tu dois apporter la preuve de ta résidence fiscale dans un autre pays. Généralement, il faut vivre environ 183 jours pour être considéré comme résident fiscal dans un pays, ce qui est plutôt rare pour les nomades digitaux. Donc pour résumer, en gros, soit tu es résident fiscal français, soit tu es résident fiscal étranger. Et si tu n'es pas capable de prouver que tu es résident fiscal étranger, du coup, tu es résident fiscal français. Pour la question de la retraite, nous, on est micro-entrepreneurs, du coup, on est à la sécurité sociale des indépendants. On a donc droit à la retraite, mais pour ça, il faut qu'on valide un certain chiffre d'affaires et donc on dit qu'on doit valider des trimestres. On te mettra le lien en dessous pour que tu vois les montants à valider par trimestre pour avoir droit à la retraite. Alors ensuite, la question c'est digital nomade avec enfant, est-ce que c'est possible? Et c'est de Family Travel 69. Alors pour répondre à cette question, on n'est pas forcément les mieux placés parce qu'on n'a pas d'enfants, mais on a rencontré pas mal de nomades digitaux qui en avaient. Et ils ont l'air très épanouis dans ce mode de vie. Et si tu veux, on te mettra les comptes Instagram des personnes auxquelles on pense. On pense à Nomadic Bernic, à Famille Nomade Digital ou encore La Famille qui voyage. Tu pourras te référer directement à eux. Ils ont un modèle un peu hybride entre inscrire leurs enfants dans les écoles dans les pays où ils vont et faire l'école à la maison. Donc ça dépend vraiment du temps dans lesquels ils restent, mais ils font souvent ça entre soit école dans le pays, soit école à la maison. Et si jamais ils restent un peu moins longtemps, ils font un mix des deux. Par exemple, Nomadic Bernic dont on te parlait, son fils a été à l'école à Bali et ensuite ils sont partis pour l'île Maurice, donc il a continué l'école à la maison. C'est un peu le modèle hybride dont on te parlait tout à l'heure. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur le digital nomadisme et les enfants, Nomadic Bernic a justement écrit un article sur le sujet. Tu pourras le trouver en allant dans sa bio Instagram. Alors, la prochaine question, c'est de Naturo Bien-être. Comment choisir les destinations, gérer les visas et billets retour au quotidien? Alors nous, comme tu peux le savoir, on a choisi de partir pour l'instant uniquement en Asie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Asie, c'est plutôt facile d'avoir des visas. Souvent, il suffit d'arriver à l'aéroport et de faire le visa à l'arrivée. C'est ce qu'on a fait pour Bali et pour la Malaisie. Ensuite, là, fin de semaine, on part pour le Vietnam où il faut un visa quand tu restes pour une certaine durée. Nous, on va rester 1 mois. Du coup, on a fait la demande de visa 2 semaines avant et on a reçu nos visas dans les temps, donc aucun souci. Pour la question sur les billets retour, nous, pour éviter de nous faire refouler à l'entrée dans un pays, en fait, on prend toujours un billet de continuation. Un billet de continuation, c'est pas du coup un billet retour, mais c'est le pays dans lequel on a décidé d'aller ensuite pour sortir du pays dans lequel on rentre. Donc en effet, ça demande pas mal d'organisation. Le plus simple pour nous, c'est quand même de regarder sur Internet. Je pense que c'est la solution la plus simple. On regarde est-ce qu'il y a besoin d'un visa, combien de temps, est-ce que c'est payant, est-ce qu'il faut un billet de retour, etc. Internet peut répondre à toutes tes questions. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Nous, pour le coup, on préfère le vivre au jour le jour. Donc on n'a pas booké tous nos billets il y a 6 mois à l'avance. Comme ça, on peut être beaucoup plus flexible et savoir pas forcément à l'avance où est-ce que l'on va partir dans les prochaines destinations. Un autre point qui est hyper important pour le choix des destinations, ça va être de regarder à quelle période partir dans quel pays pour éviter justement tout ce qui va être mousson, etc. Donc il y a un super site pour ça s'appelle quandpartir.com et ça te dit quel mois partir, quelle température il fait, etc. Donc ensuite, question de Celle BRT, par où commencer pour être digital nomade? Question assez vaste, on va essayer d'y répondre dans la globalité. On fera probablement une autre vidéo dédiée à ce sujet. Donc premièrement, il faut avoir envie, c'est tout bête, mais il faut être convaincu que c'est ce que tu as envie et pas juste une passade. C'est un premier point. Ensuite, ça peut être pas mal de tester dans un premier temps dans une destination qui n'est pas trop lointaine. Tu peux par exemple tester de travailler 1 semaine à la campagne, toujours en France. Nous, on a fait l'inverse, on est parti directement en Asie. N'écoute pas forcément nos conseils, mais tu peux déjà tester pour voir si c'est un modèle qui te plaît avant tout. Et une fois que tu es prêt, cela va te demander pas mal d'organisation. Donc tu peux te référer à la première question à laquelle on a répondu sur le PVT au Canada et d'essayer de cocher un peu toutes les étapes que tu as à faire avant ton départ. Et si tu es actuellement salarié, par exemple, tu peux déjà proposer à ton entreprise de travailler en télétravail.
pour tester un peu ce fonctionnement, voir comment ça marche, est-ce que l'organisation vous convient à toi et à ton entreprise. Alors la question d'après, c'est comment trouver des clients. Pour trouver des clients, tu as plusieurs solutions. Tu peux passer par des plateformes de mise en relation, on pense notamment à Malte ou Crème de la Crème. Ensuite, évidemment, il y a la prospection, ça peut être de la prospection sur LinkedIn, par email. Ensuite, il y a le bouche à oreille, c'est sûr que si tu as bien travaillé, un client peut facilement te recommander, ou des amis qui ont des connaissances, etc. Tu peux tout à fait créer du contenu en développant également ton activité de freelance. Si tu mets du temps à trouver des clients, tu vas créer du contenu et ça va te permettre d'avoir une source de trafic sur ton site. Ou si tu publies du contenu sur LinkedIn, tu seras plus visible par rapport à tes futurs clients. Ensuite, Good Morning Law nous demande, est-ce possible pour les salariés ? Alors c'est tout à fait possible pour les salariés, c'est un peu plus rare mais ça tend à se développer et ça s'appelle travailler en remote. Souvent on a tendance à confondre remote et télétravail. Télétravail, il y a plus l'aspect occasionnel qui est mis en jeu, tandis que remote, ça fait vraiment partie de la culture de l'entreprise et elle va avoir tendance à accepter que ses employés soient en dehors de l'entreprise. Il y a même des entreprises où ils sont full remote, ça s'appelle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de bureau et tous les employés sont en télétravail. Donc soit tu peux proposer à ton entreprise actuelle de passer à ce modèle, ou soit tu peux rejoindre une entreprise qui pratique déjà ce modèle. Question d'Adrien, est-ce qu'il y a un âge limite pour devenir digital nomade ? Alors bien sûr que non, il n'y a pas d'âge limite pour être digital nomade. Pour nous, tant que tu as l'envie et la forme, tu peux l'être. Et surtout, on en voit de tous les âges dans les cafés. Donc l'âge n'est pas un critère discriminatoire pour être digital nomade ou non. Autre question d'Adrien, est-ce qu'il y a des métiers plus en vogue que les autres ? Alors c'est une question hyper importante, hyper intéressante surtout. Nous, on a rencontré des métiers vraiment atypiques qu'on ne s'attendait pas du tout à rencontrer. Typiquement, on a rencontré une personne qui est chanteuse. Elle voyage avec son clavier et son micro. Donc, elle fait des compositions pour elle-même, mais elle travaille aussi pour des clients. Par exemple, pour faire des chansons pour les dessins animés pour enfants. Un exemple parmi tant d'autres. On a rencontré une prof de français qui donne des cours de français en ligne et ou encore des vendeurs de formation. Donc, c'est des métiers qui sont assez variés. Mais pour être honnête avec toi, le métier qu'on a le plus rencontré, c'est les développeurs. Donc, je pense qu'il y a un critère qui fait que c'est des métiers qui sont extrêmement demandés. L'offre est inférieure à la demande. Donc, du coup, c'est un type de population qui peut, entre guillemets, créer ses propres règles. Et donc, c'est plus accepté que ces personnes travaillent en remote. Et surtout, en termes de culture, c'est des métiers qui ont tendance à être souvent externalisés. Donc, c'est pas anodin que ces métiers reviennent le plus en tant que nomade digital. Question de LM Travel, avec quel matériel travaillez-vous ? Que conseillez-vous pour débuter ? Alors si tu veux avoir toutes les réponses à ce sujet, on a fait justement une vidéo sur qu'est-ce qu'on emmène dans le sac à dos d'un nomade digital. Mais en gros, nous ce qu'on a emmené, ça va être un ordinateur, un casque, un trépied, des vêtements et une trousse de toilette. Et moi j'avais un clavier et une souris, mais ça fait partie de l'ordinateur également. C'est plutôt basique, mais c'est vrai que ça sert à rien de se surcharger. En plus, tu peux toujours trouver un peu de tout sur place. Maintenant, c'est les questions bonus. Merci à Mathieu et Adrien pour ces questions qui nous ont bien fait rire. Donc Mathieu demande, est-ce qu'il faut posséder un dromadaire digital pour être un vrai nomade digital ? Évidemment qu'il en faut un. On a dit qu'on ne s'était pas trop surchargé. On l'a pas mis dans notre valise, mais on en a trouvé un sur place. Et question d'Adrien, à quelle heure commence l'happy hour à Penang ? On dirait 18h, mais bon, parfois c'est 17h et ça dure toute la nuit, quoi. C'est assez ouvert ici. Donc si jamais tu n'as pas eu l'occasion de poser toutes tes questions, sache que tu peux poser des questions en commentaire de la vidéo. On serait vraiment ravis d'y répondre. Et sur Instagram, en DM. On sera ravis de répondre à toutes tes questions. Voilà, tu peux t'abonner à notre chaîne YouTube, partager, commenter. Et comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné à l'email du matin, c'est parce que c'est un mail tous les lundis où on t'envoie un tips, une ressource et un outil numérique pour lancer ta carrière de travailleur à distance. Donc le lien est dans la description et du coup on te dit à très bientôt. Salut. Salut.